Bonjour à toutes et à tous, Ayman Cherragui, ravi de vous retrouver pour la 3e saison de votre émission Les engagés de l'innovation sociale, portée et préparée par la Fondation Abdelkader Ben Saleh. Comme vous le savez, notre émission est dédiée aux acteurs de l'écosystème du développement social et elle a pour but d'alimenter un débat constructif autour de l'innovation sociale et son rôle dans le développement socio-économique du Maroc. Lors des épisodes précédents, nous avons abordé la place de l'innovation sociale dans les politiques publiques, l'engagement social des entreprises privées marocaines, ainsi que la contribution des organisations étrangères et de la coopération internationale au développement social du Maroc. Pour cet épisode, nous parlons de la nécessité d'avoir un référentiel commun d'accompagnement des innovateurs sociaux. En effet, il existe plusieurs acteurs qui travaillent ensemble pour soutenir et encourager l'innovation sociale en mettant en place des programmes, des incubateurs, des espaces de collaboration et même des fonds d'amorçage pour favoriser le développement des projets socialement innovants. Comment structurer ces pratiques, homogénéiser l'offre d'accompagnement pour générer plus d'impact social? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui sur le plateau des engagés. Avec nous pour en débattre, Madame Salma Qabbaj, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salma Qabbaj, vous êtes cofondatrice et directrice générale d'Impact Lab, un accélérateur d'impact social. Nous avons également Madame Ouham El Badri, bienvenue. Merci. Merci Ouham Badri d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes programme manager de Dar l'Ibtikar pour l'accompagnement des projets socialement innovants à la Fondation Abdelkader Ben Saleh. Bienvenue. Merci. Nous avons également Madame Mina Bqas, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation Madame Bqas. Vous êtes professeure à l'université Chouaib Doukali et responsable de son incubateur universitaire. Merci. Mesdames, au début, comme on dit first things first, lorsqu'on parle d'accompagnement des innovateurs sociaux, accompagnement de porteurs de projets, qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement en général? Comment résumer ce mot? Là, en quoi consiste-t-il? Salma Qabbaj. Alors c'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup utilisé ces dernières années et que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement peut prendre différentes formes et différentes structures vont déployer différents types d'accompagnement. Mais en général, ce que ça veut dire, c'est qu'on met à disposition des innovateurs un certain nombre d'outils et de ressources dont ils ont besoin pour pouvoir déployer leurs projets avec succès. Et ces outils, ces ressources peuvent prendre la forme de formation, peuvent prendre la forme d'accompagnement individuel, de coaching, de mise en relation avec des experts, de mise en relation avec des partenaires potentiels, avec des investisseurs ou des sources de financement potentielles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun le fait un peu de manière différente, avec un mix de formats et de contenus différents. Ouham Badri, par rapport à ces formes d'accompagnement qui sont destinées à des projets en général, quels sont les types de projets en général que vous rencontrez sur le terrain et auxquels vous apportez du soutien et de l'accompagnement? D'abord, comme a dit Selma, il y a beaucoup de types et formats d'accompagnement et structures d'accompagnement des porteurs de projets. On peut trouver des incubateurs, des accélérateurs des porteurs de projets, même des espaces de coworking. On trouve des programmes thématiques selon la thématique de porteurs de projets. Quand on parle de type de porteurs de projets, on peut trouver des entreprises classiques, des SARL, comme on peut trouver des initiatives, des projets associatifs et même des coopératives. Donnons l'exemple de Dar l'Ibtikar, qui est un programme d'accompagnement des porteurs de projets socialement innovants. La démarche, c'est surtout une démarche entrepreneuriale. On recherche l'impact social, mais avec une démarche d'entrepreneuriat. Même les projets associatifs peuvent être accompagnés à Dar l'Ibtikar. On a parlé d'accompagnement technique et personnel. Par exemple, les formations, on trouve des coachings personnels, de mentorat, de la transformation d'expertise. On peut trouver beaucoup de formes d'accompagnement. C'est-à-dire que parfois, c'est un accompagnement qui est destiné à la fois au projet en lui-même, mais également au porteur du projet en tant qu'être humain. Exactement. Ses soft skills, etc. Exactement.
Très bien. Madame Minabqas, la particularité lorsque vous travaillez avec des étudiants, etc., et vous êtes un incubateur universitaire, en général, quelle est la typologie d'un étudiant entrepreneur et qu'est-ce que vous lui offrez au sein de l'incubateur? Très bien, merci pour cette question. Et moi, je vais parler de l'accompagnement, je vais parler un petit peu de l'étudiant. À l'université, il y a vraiment pas un accompagnement propice pour ce genre d'activité entrepreneuriale. Il faut tout d'abord commencer par changer le mindset de l'étudiant pour pouvoir trouver vraiment une voie vers l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on travaille vraiment réellement maintenant à l'université, surtout à l'université Cheikh Khalid. On essaie de changer carrément d'abord le mindset de l'étudiant et c'est la suite, elle vient après pour l'accompagnement. Maintenant, pour l'accompagnement, c'est un processus qui passe par plusieurs étapes. La première, c'est la sensibilisation. C'est vraiment aider cet étudiant de l'idée jusqu'à vraiment mettre en place son projet, le créer réellement avec une valeur ajoutée, qu'elle soit sociale ou pas. Et donc, c'est ça l'objectif carrément de cet accompagnement. Tout d'abord, changer le mindset. Si on change pas le mindset, même si on arrive vraiment à ce projet, il continuera pas dans le temps. Donc la durabilité du temps, la durabilité du projet, elle termine là où elle a commencé. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait insister sur cette première étape. Et après, on est accompagné par, bien sûr, une dynamique carrément des accompagnateurs experts dans le domaine. Voilà. Donc nous avons vraiment créé un pôle d'accompagnateurs experts dans le domaine. Une fois vraiment on a changé ce mindset. Ouais. Vous remarquez, mesdames, que la question du mindset, de la personnalité, du caractère de l'incubé, si je peux dire, est essentielle et au centre de l'accompagnement. Salma Qabash, par rapport à ce point, c'est-à-dire que lorsque vous avez un porteur de projet qui vient vous soumettre son idée ou son projet, donc il y a deux sortes d'évaluation. Le projet et son business model d'un point, mais également son caractère et sa personnalité, si j'ai bien compris, c'est ça? Tout à fait. Alors l'équipe, le facteur de l'équipe est un facteur déterminant dans les critères de sélection des projets qui sont accompagnés. Et dans l'équipe, on va regarder deux choses. On va regarder d'abord, est-ce que l'équipe a les compétences ou peut avoir accès aux compétences nécessaires pour porter le projet qu'il souhaite porter, parce qu'on peut avoir une excellente idée, mais ne pas avoir la compréhension finalement ou les skills techniques pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de son projet. Et ensuite, il y a le côté mindset, effectivement. Et dans le côté mindset, j'insisterai particulièrement sur déjà l'humilité. Ça, c'est un point qui est énorme, la curiosité et l'humilité, c'est-à-dire la volonté d'apprendre, la volonté de rester ouvert et pas de rester figé sur une position ferme ou sur la conviction qu'on a les meilleures idées. Ça, c'est un point essentiel en tant qu'entrepreneur. Et la deuxième chose que j'observe ici en particulier, c'est la capacité de se projeter vers quelque chose de grand. Je pense qu'un entrepreneur, même un entrepreneur, un innovateur social, a besoin de se projeter vers une ambition qui est global, act local, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est qu'au final, en tant qu'entrepreneurs sociaux, on a aussi besoin de se dire, au final, on a besoin d'un impact et d'un impact qui dépasse le périmètre purement local. Et je pense que souvent, on pousse les entrepreneurs, j'ai envie de dire, innovants, non sociaux, à réfléchir de cette manière-là, mais on le fait moins pour les entrepreneurs sociaux, alors qu'en réalité, souvent les problématiques locales sont des problématiques qu'on retrouve à l'échelle régionale, à l'échelle du pays, à l'échelle du continent, et que donc c'est aussi une opportunité business finalement aussi, pour absolument pouvoir pérenniser son impact. Absolument. Donc soit à vocation sociale ou à vocation purement mercantiliste commerciale, en général, le besoin, il est le même. Le point de départ, il est le même. C'est ça. Oui, Mbadi, j'aimerais revenir par rapport au point de l'accompagnement des porteurs de projets à titre individuel et personnel, c'est-à-dire mettant à côté un peu les projets. Quel travail vous faites avec eux sur le plan de leurs soft skills, de leur personnalité, de leur savoir-être,
pour mieux porter leur projet? Quel genre d'accompagnement vous offrez dans ce sens? Déjà, premièrement, avant même de commencer le parcours d'incubation qui commence généralement avec l'idéation, trouver l'idée, trouver la problématique sociale qu'on veut résoudre, on commence par une période qu'on appelle à Darabtikar pré-incubation. Dans cette période, on focalise surtout sur des séances de sensibilisation. On parle maintenant sur l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social. Il faut déjà savoir c'est quoi, comment on peut envisager à travailler sur une problématique sociale. On parle d'innovation sociale. Il y a aussi un aspect territorial pour ton projet. Du coup, je pense qu'il est primordial de commencer par une période de développement de compétences qui sont plus sociales, humaines, personnelles, avant même de penser à une idée de projet. Parce que l'idée de projet peut se développer, on peut même la changer, mais le cœur du programme ou bien du projet social, c'est l'impact recherché. On commence déjà par un déclic social et puis développer la vision qu'on veut atteindre par ce projet. Ça pour la première période de pré-incubation. Vous m'avez posé la question sur tout ce qui est aspect personnel. On trouve des coachs qui travaillent sur les compétences et les aptitudes personnelles de ces porteurs de projets, parce que on peut le dire que c'est l'essentiel ou le plus important, c'est pas le projet en lui-même, mais c'est plutôt le porteur de projet, la personne qui travaille sur ce projet. Du coup, on travaille avec des coachs du territoire où se trouve le porteur de projet. Par exemple, on donne l'exemple de Safi. Ce sont des acteurs locaux, des acteurs locaux qui sont des coachs certifiés, qui travaillent avec les porteurs de projet pour développer leurs compétences, leadership skills, pour être des bons aux entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire que dans un territoire donné, on est à Dar Hazafilat, l'Oriental, on ramène pas des gens de Casa et de Rabat pour aller coacher les porteurs de projets sur le territoire, mais plutôt utiliser les ressources humaines, les experts locaux qui connaissent les spécificités, mais le caractère et la personnalité du porteur de projet. Mais on a souvent reproché à l'étudiant marocain une grande carence, une faiblesse dans ses soft skills et dans ses capacités de communication. Et Dieu sait que pour pouvoir pitcher son projet et convaincre un incubateur, il y a beaucoup de travail de communication et de présentation. Et comment vous faites pour combler ces lacunes d'expression et de communication chez l'étudiant marocain lorsqu'il porte son projet? Très bien, merci pour cette question, vraiment. Elle est primordiale et elle est très intéressante. Je reviens vers l'étudiant et je reviens vers l'idée. Donc l'idée, il faut qu'il y ait quand même une adéquation entre le profil et l'idée. Donc il faut vraiment que l'étudiant ou le porteur de projet porte réellement et effectivement l'idée. C'est pour réussir ça, et s'il n'y a pas vraiment un mariage entre les deux, ça ne peut pas marcher, même s'il a des soft skills. Maintenant, revenons à nos étudiants. Certes, il manque de ces power skills maintenant. On parle de power skills plutôt que de soft skills, parce que ce sont très déterminants pour son employabilité, que ce soit en indépendant ou là, que ce soit salarial. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est qu'il faudrait une prise de conscience. Il faudrait que l'étudiant prenne vraiment, il faut la prise de conscience qu'il manque de ses compétences. Et nous programmons vraiment réellement chaque semaine des ateliers de formation. Déjà, une pensée positive, elle doit s'instaurer. Il lui rendre confiance en lui. Une fois c'est fait, on passe à la deuxième étape, c'est la prise de parole en public. Et on travaille ça, mais vraiment profondément. Et une fois la prise de conscience, elle est là, c'est lui qui s'apprend. C'est lui qui apprend de lui-même. Donc c'est comme si on va vers l'auto-formation. Donc là, on lui apprend d'aller chercher l'information par lui-même. Nous avons réussi quelques cas, mais il faudrait vraiment des ressources pour faire ça. Et il faut de la bonne volonté, il faut de la patience. Et il faut des engagés, et nous sommes en train de chercher des engagés, coachs engagés, bien évidemment. Voilà. Et nous sommes d'ailleurs sur le plateau des engagés de l'innovation sociale. Il y a beaucoup d'acteurs engagés qui nous suivent d'ailleurs et qui sont fans de notre émission. Salma Qabbaj, on remarque que même si les méthodes d'accompagnement diffèrent, mais il y a un fil conducteur, il y a une logique d'ensemble, il y a des fondamentaux, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que ça veut dire que peut-être nous avons besoin d'un référentiel commun? Déjà, est-ce que nous avons déjà un référentiel sur place ou non? Et sinon, est-ce qu'il faudrait l'envisager?
pour pouvoir homogénéiser les pratiques? Alors, je pense que c'est important, effectivement, d'avoir ces méthodologies qui sont relativement partagées et éprouvées à l'échelle internationale, souvent autour du human-centered design ou du design thinking, et souvent, du coup, l'accompagnement des projets et surtout des projets sociaux se base sur ces principes fondamentaux qui sont le fait de mettre l'utilisateur au cœur de la réflexion et le problème au centre de la réflexion, le fait d'avoir une démarche qui soit progressive où on développe au fur et à mesure qu'on teste des hypothèses sur le terrain, le fait d'améliorer au fur et à mesure. Donc ça, ce sont des choses qui sont relativement communes. Maintenant, je pense que ce qu'on a besoin d'uniformiser, c'est surtout les définitions. Je pense que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de définition commune sur qu'est-ce que c'est qu'un projet socialement innovant, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement. On a commencé avec qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social, qu'est-ce que c'est que l'incubation, la pré-incubation, l'accélération. Qu'est-ce que ça implique de faire ces différents types d'accompagnement? Ça, encore aujourd'hui, c'est flou. Les gens utilisent les terminologies un peu en fonction de leur perception. Et je pense que les définitions, par contre, ont besoin d'être très clairement posées et de dire, voilà, on ne peut pas s'appeler incubateur et incubateur de projets sociaux, socialement innovants, si on ne respecte pas un certain nombre de critères. Mais par contre, moi, je ne serais pas favorable à homogénéiser l'accompagnement. Parce que je pense que c'est important que chaque structure de l'écosystème puisse venir apporter une proposition de valeur claire aux porteurs de projets qu'elle cible. Et cette notion de différenciation, elle est importante parce que finalement, chaque porteur de projet, en fonction de son secteur d'activité, en fonction de son stade de maturité, en fonction de sa personnalité, va peut-être choisir une proposition de valeur par rapport à une autre. Donc cette différenciation, pour moi, elle est importante parce qu'elle fait la richesse de l'offre de l'écosystème. C'est-à-dire pour vous, oui, pour uniformisation des définitions et du cadre de compréhension générale de l'accompagnement, mais laisser chaque structure d'accompagnement établir son propre offre et ses propres méthodes, etc. C'est ça. Oui, Mbedri, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que vous êtes sur le terrain, vous voyez que en général les porteurs de projets ont les mêmes besoins en général? Est-ce que ça veut dire qu'aussi ils doivent retrouver les mêmes services au sein des incubateurs ou est-ce qu'une forme de différenciation s'impose? Je pense que je vais prendre la même idée de Madame Salma, dans le sens où Human-Centered Design ou bien le Design Thinking, on parle souvent de l'utilisateur. Aujourd'hui, dans l'accompagnement, le bénéficiaire final, c'est le porteur de projet. Je peux pas, comme étant une structure d'accompagnement, essayer de travailler sur une offre d'accompagnement qui est similaire pour tous les porteurs de projet, sur tous les territoires, sur toutes les thématiques de projet. Chaque porteur de projet, chaque territoire a ses propres spécifiques, ses propres besoins. Et surtout quand on parle de porteurs de projet socialement innovants, il y a d'autres périmètres de spécificité. On parle d'un business model social qui doit être aussi rentable, mais aussi un impact social. Je pense ce qu'on peut standardiser, par contre, c'est la démarche. Aujourd'hui, on peut dire que l'écosystème de l'entrepreneuriat ou bien l'accompagnement au Maroc est très dynamisé. Mais chacun le fait de sa propre manière, perception, expertise ou bien retour en expérience. Mais par contre, je pense que si on élabore des normes communes d'accompagnement, une démarche, si je peux dire, bien sûr sans étaler à l'offre d'accompagnement ou bien la valeur sociale qu'on peut offrir, mais si on peut juste commencer par les démarches et les normes d'accompagnement, ça sera génial dans deux côtés. Le premier, c'est vis-à-vis du porteur de projet en lui-même, parce que là, on est en train d'établir des normes de qualité. Ce n'est pas juste l'accompagnement pour l'accompagnement, mais plutôt un accompagnement spécifique selon les besoins de cette population
spécifiques. Et puis, on trouve aussi vis-à-vis des accompagnateurs, parce que là, on peut même parler des accompagnateurs. S'ils ont une référence, ça peut même les aider déjà comme une référence de capacity building. Comprendre c'est quoi déjà l'accompagnement, parlant des définitions, c'est quoi vraiment le travail d'un accompagnateur, qu'est-ce qu'il doit comprendre comme spécificité de ces porteurs de projet afin de donner une offre qui est complète surtout et qui répond aux exigences ou bien aux besoins des porteurs de projets socialement innovants. Mina Bqas, toujours la même question. Serait-il judicieux d'avoir un cadre commun de pratique? Et j'ajouterai une autre question. Si jamais ce besoin il est réel, faudrait-il que ce référentiel commun soit plutôt national ou régional, à votre avis? Merci beaucoup. Moi, je vais compléter un petit peu ce qui a été dit. Un référentiel, c'est pour définir qui fait quoi comment. Ça, vraiment, on doit poser ce cadre. C'est quoi l'innovation? C'est quoi l'innovation sociale? Parce que les étudiants, là, jusqu'à maintenant, ils font pas une différence entre l'innovation et l'innovation sociale. Il faut placer chaque chose à sa place. Ça, vraiment, il faudrait le définir. Si vraiment, je vais pas dire s'il y a besoin. Il y a besoin d'un référentiel. Nous avons déjà travaillé sur un référentiel commun pour l'entrepreneuriat. Et là, on a vraiment défini c'est quoi une compétence et plus une multitude de compétences et l'étudiant, il va être certifié dans quelles compétences. Parce que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est un très grand nombre de compétences. D'accord? Il peut pas être certifié dans toutes les compétences, mais dans une ou dans une autre. Si on revient vers l'innovation sociale, moi je pense qu'il faudrait que ça soit national et comme ça on aura les mêmes pratiques, la même vision et un départ et bien sûr une arrivée pour tout le monde, pour chaque accompagnateur, pour chaque accompagné. Et là je pense qu'on va faire des pratiques qui sont communes sans qu'elles soient pareilles, parce que ça change d'une région à une autre, ça change, comme vous avez dit, d'un porteur de projet à un autre. Donc, il est vraiment primordial et indispensable même de faire un référentiel commun avec des penseurs de l'innovation sociale et qui se mettent autour d'une table et qu'ils réfléchissent au référentiel. Ce sera vraiment, on rendra service à nos jeunes et à nos accompagnateurs également. Vous me tendez une belle perche là, Madame Bqas. Vous avez soulevé l'acteur universitaire, on peut également soulever le gouvernement, l'État, avec ses différents programmes également d'accompagnement qu'il propose, via les plateformes des jeunes, via les autres structures. Mais on a également l'acteur privé, les fondations d'entreprises, mais également les organisations internationales. On les a reçues dans un épisode précédent. Réunir ce beau monde pour réfléchir ensemble, pour mettre les bases de quelque chose n'est pas une tâche aisée. Maintenant, quels seraient les points en commun sur lesquels ces acteurs pourraient se mettre d'accord et quel principe directeur, je dirais, suivre pour pouvoir mettre ce référentiel en commun? Quelles seraient ces grandes tendances au niveau national? Alors, je pense que c'est vraiment important d'impliquer ces gens-là et effectivement, les acteurs institutionnels, on n'en a pas parlé quand on a discuté du référentiel, mais pour moi, un des objectifs majeurs de mettre en place des définitions communes et ce cadre commun, c'est de les aider aussi dans la structuration des programmes liés à l'entrepreneuriat, parce qu'on voit aussi beaucoup de confusion aujourd'hui dans les terminologies qui sont utilisées quand il s'agit de structurer des programmes, Absolument. que ce soit de la part du gouvernement, des entreprises ou des institutions publiques de manière générale. Donc eux, je vois ces acteurs-là plus comme des bénéficiaires de ce référentiel que vraiment comme des acteurs qui vont proposer ce référentiel. Donc, pour moi, le référentiel doit être construit par les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat socialement innovant, qui doit venir proposer ce référentiel et faire adhérer les acteurs institutionnels concernés à un référentiel qui est proposé par des gens qui sont sur le terrain, qui ont les mains dedans, en fait. Et le problème, c'est que souvent, ces réflexions-là sont menées par des structures
qui sont détachés finalement. Ça va être des cabinets de conseil ou des acteurs institutionnels qui n'ont pas la réalité du terrain. Et je pense que cette adaptation à la réalité locale, elle est très très importante parce qu'on peut partir de référentiels internationaux, mais c'est une autre réalité. On est dans un écosystème avec ses propres contraintes, ses propres réalités, son propre timing aussi. Et donc, c'est très important que les gens qui travaillent et que les entrepreneurs eux-mêmes soient impliqués dans la définition de ce référentiel, puis qu'ensuite, dans un deuxième temps, les bénéficiaires de ce référentiel, les institutions publiques ou les entreprises qui sont impliquées dans dans cet écosystème ou intéressés par cet écosystème soient engagés, mais plutôt dans un deuxième temps. Oui, Mbedri, si il y a un référentiel ou s'il y a quand même des tentatives de transfert de méthodes d'accompagnement et d'homogénéisation des méthodes d'accompagnement avec les acteurs dans un territoire donné. Là, j'aimerais focaliser un peu sur l'expérience des labellisés, par exemple. Je sais que vous le faites à Dar l'Abtekar et que vous êtes en train de labelliser des acteurs régionaux avec la méthodologie de Dar l'Abtekar. C'est une tentative, à mon avis, qui va dans ce sens. Est-ce que vous pouvez nous en parler et comment est-ce que vous l'avez fait réellement sur le terrain? Parfait, merci beaucoup pour cette question. Alors, pour la labellisation ou bien le label Dar l'Abtekar, c'est un label qu'on donne à une organisation ou bien une structure locale. Ça peut être une association ou bien une entreprise sociale qui va accompagner ou bien prendre la démarche d'accompagnement de Dar l'Abtekar au milieu de ce territoire. Déjà, pourquoi? On a déjà parlé de ce point tout à l'heure, c'est que ce sont les acteurs du territoire qui doivent avoir le plus la main à accompagner les porteurs de projets de leur territoire. Déjà ça d'un point. Quand on parle d'unifier ou bien de standardiser les normes communes d'accompagnement, on peut parler de deux aspects. Un aspect interprogramme. Quand on parle d'interprogramme, c'est plutôt l'offre d'accompagnement qu'on peut offrir, c'est les démarches d'accompagnement, de formation, de coaching, de mentoring et tout ce qui va avec, mais aussi, et là où il y a vraiment un travail très important, c'est extra-programme. Quand on va ramener, par exemple, un label ou bien même une référence d'accompagnement, on doit vraiment faire un travail pour traduire ce label ou bien ce référence au niveau local. Il y a déjà un accompagnement propre au labellisé, à la structure labellisée. Personnalisée. Exactement. Pour le cas de SFI, nous avons déjà un labellisé qui a déjà commencé à déployer le programme d'accompagnement Dar l'Abtekar sur SFI. On est en train aussi de commencer une autre labellisation sur la région de Tanger. C'est toujours la même démarche, mais d'une manière spécifique au territoire. C'est-à-dire qu'il y aura des petits changements entre Safi et Tanger. C'est sûr. Et un autre changement avec un autre territoire. Par exemple, si on va, par exemple, Ouarzazate ou bien Laayoune, ce ne sera pas les mêmes spécificités. Cette spécificité régionale, effectivement, elle est revenue au cours de notre discussion et je pense qu'elle challenge l'idée d'avoir un référentiel national. Maintenant, à part cette question nationale ou régionale, ma question est, Madame Mina Bqas, si on veut construire ce référentiel commun, comment le faire en ayant en tête les agendas et les stratégies des acteurs impliqués, la spécificité du territoire, la typologie des projets qui émergent dans chaque région? Ça me paraît comme un peu trop de variables pour faire ce référentiel. Est-ce qu'il y a eu des tentatives dans le passé pour pouvoir faire cela et quel est votre regard par rapport à ça? Très bien. Moi, je suis vraiment une femme engagée pour ce genre d'action. Moi, je pense qu'il faudrait seulement une bonne volonté pour faire. Ça,
d'une part. D'autre part, nous travaillons avec un écosystème vraiment qui est engagé pour ce genre de projets entrepreneuriaux, qu'ils soient sociaux ou pas, mais vraiment c'est des engagés qui demandent à nous aider et à aider ces étudiants ou ces jeunes de la région pour aller de l'avant. Moi, je pense, là, aujourd'hui, on travaille avec 7 acteurs qui sont très vraiment là, tout le temps présents, et à chaque fois qu'on les sollicite, ils sont là pour nous aider. Moi, je vais parler de Act for Community de l'OCP, je vais parler de Dar Moukawil, je vais parler de l'UNCG, je vais parler de l'ANAPEC universitaire à la faculté des sciences, je vais parler des programmes carrément qu'on dispense au niveau de l'université avec la fondation Injaz, avec l'association Injaz al Maghreb, avec l'UBIT. Maintenant, on traite même les NIT. Moi, je pense qu'il y a cette prise de conscience que ces jeunes, ils doivent être aidés. Et s'ils ont besoin de cette aide, ils doivent être engagés avec nous. Et je pense que maintenant, actuellement, c'est beaucoup plus facile et simple de rassembler ce beau monde autour d'une table pour réfléchir utile pour ces étudiants. Quand on dit utile, c'est design thinking, c'est entrepreneurial pour faire de cet étudiant, pour le sauver carrément. Ils ne demandent qu'à ça, vraiment. C'est jeune. Moi, je parle pas uniquement des étudiants, je travaille avec les jeunes. Et il faut parler et encore plus avec les NIT, mais il faudrait vraiment faire un design thinking pour réfléchir ensemble autour de cette problématique. Et je ne pense pas que maintenant la disponibilité de ces acteurs socio-économiques qui fait défaillance, mais un engagement. Il faudrait savoir que ça c'est important pour tout le monde. Ouais. Voilà. Dernier chiffre, si je me rappelle, du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui nous disait qu'au Maroc, il y a entre 2,7 et 3 millions de jeunes en situation de NIT qui sont ni à l'école, ni en stage, ni en formation certifiante et qui n'ont pas de travail. Bon, c'est vrai que c'est carrément une petite bombe à retardement par rapport au potentiel gâché que nous avons. Et ma question est celle elle est assez spécifique. Parfois, certains incubateurs, pour travailler avec des jeunes, adoptent, il y a parfois certaines démarches entreprises par des incubateurs qui sont plutôt des démarches qui nous viennent du monde de l'accompagnement des startups, et plutôt des startups technologiques. Et là, lorsque vous parlez avec un jeune et vous lui dites des termes, incubation, CADA, accélération, pré-incubation, quel est votre business model, parfois ils sont choqués, ils sont perdus, ils ne savent pas comment faire. Est-ce qu'il y a un travail de vulgarisation encore plus accentué à faire lorsqu'on travaille avec des jeunes qui viennent de territoires difficiles, mais qui portent quand même des projets? Effectivement, je pense que comme disait Mina tout à l'heure, il y a vraiment différentes étapes dans le maillon, dans les différents maillons dans le cycle entrepreneurial, et tous les maillons sont vraiment critiques en fait. Et il y a effectivement un maillon essentiel qui est de la sensibilisation, qui arrive au tout début du cycle entrepreneurial, et qu'on doit renforcer et porter à plus grande échelle au Maroc, parce que pour faire sortir un certain nombre de projets qui ont du potentiel de croissance nationale, régionale, etc., c'est des centaines de milliers de jeunes qui doivent être sensibilisés en amont au niveau des universités, mais même en dehors des universités. Il y a déjà certains acteurs qui font du très bon boulot au niveau universitaire, comme Injaz, vous avez mentionné, Enactus aussi sont très actifs. Mais il faudrait, si on veut, intégrer encore plus ça au niveau des cursus universitaires, et je pense que vous faites déjà un excellent travail qui devrait être généralisé au niveau de l'ensemble des universités, et développer effectivement les structures qui vont aller parler à ces jeunes qui sont peut-être qui sont pas scolarisés et qui ne sont pas touchés par les initiatives de sensibilisation qui existent aujourd'hui. Parce qu'il faudrait déjà qu'ils soient à l'intérieur d'une université ou d'une association pour pouvoir le faire. C'est comme si vous avez un commentaire à faire là-dessus, Madame Mina. Je vais parler pour la sensibilisation. Donc, on travaille avec, on travaille. Déjà, l'université a mis comme module entrepreneurial dans les cursus des licences professionnelles, des masters. Donc, c'est important. Les étudiants, il est noté. Donc, il y a une note.
Mais c'est pas la note qui vraiment qui prenne le dessus quand il a compris que c'est très intéressant de développer des soft skills à travers la montée de monter ce projet. Et ça, on le fait, bien sûr, avec un co-accompagnement, parce que le prof reste toujours pédagogique pour transmettre. Les acteurs socio-économiques, ils transmettent une expertise. Et ça, c'est très important de co-animer et sensibiliser des ateliers entrepreneuriaux. Donc, je reviens toujours sur les cadres de l'OCP qui viennent animer avec nous. Nous avons mis en place un centre de l'entrepreneuriat francophone pour sensibiliser à l'entrepreneuriat. Ça, c'est important. Il y a Dar Moukawil qui le fait avec nous. Et nous-mêmes, nous avons appris, il y a des professeurs qui sont certifiés à l'entrepreneuriat pour promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'université. J'ai parlé tout à l'heure des NEET. Nous avons mis un programme avec Swiss Contact, la Fondation Swiss Contact, pour former des NEET à l'entrepreneuriat. Et vraiment, ça donne des résultats magnifiques. Donc, c'est pour ça que je parle de toujours, quand il y a un engagement et un vouloir faire, on fait. Même avec des personnes qui ont quitté, qui ont vraiment cette pensée négative. Ce fut. Parce que nous avons réussi quand même à sauver et à ouvrir les yeux pour des NEET qui maintenant ils ont un salaire, un emploi, soit un salaire, soit une entreprise. Nous sommes contents de ce travail avec, je les remercie à travers cette émission, Swiss Contact, puis qui travaille également avec les NEET. Voilà. Donc ça, c'est important, la phase de la sensibilisation, mais co-animée avec vraiment le secteur socio-économique. Chacun et les acteurs locaux, effectivement. Exact. C'est-à-dire cette phase de sensibilisation. C'est très important, déterminant. Elle est locale. Exact. Celle-là, elle est très locale. Voilà. Et c'est là où il y a vraiment besoin d'outiller les acteurs locaux pour pouvoir déployer ces actions-là. Ça, c'est un exemple très intéressant où, effectivement, on a extirpé un peu des jeunes d'une situation compliquée, difficile, où ils se sentaient carrément inutiles à la société et à eux-mêmes, vers une situation où ils deviennent des forces productrices et ils deviennent des acteurs de changement carrément, tout en gagnant effectivement des revenus, tout en étant indépendants économiquement, mais en générant de l'impact social. Ce genre de population et cette typologie de jeunes en situation compliquée, Wiham El Bedri, est-ce que vous les rencontrez? Et est-ce qu'il y a une différence lorsqu'on accompagne un entrepreneur qui vient d'une situation compliquée en tant que NEET par exemple, et accompagner un entrepreneur qui vient quand même avec son bac+5, avec des études, Est-ce que c'est les mêmes démarches que vous appliquez ou est-ce qu'on personnalise par rapport aux porteurs de projet? Effectivement. On trouve, par exemple, dans le cas de Darptika, la promotion de Safi 2022, il y a de différents profils de porteurs de projet. On a des profils qui sont lauréats de grandes écoles ou bien de la faculté avec des masters, mais on a aussi des porteurs de projet qui sont issus de monde, par exemple, rural, des NEET, et c'est vrai que il y a une petite différence où ça, c'est à travers l'accompagnement de ces porteurs de projet. On a des coachs et des mentors pour chaque porteur de projet, exactement. Chaque mentor est matché avec un porteur de projet selon la thématique de son projet pour une transmission d'expertise surtout technique, mais aussi des coachs sur l'aspect personnel. Mais on trouve toujours cet accompagnement de proximité et qui vient répondre aux besoins de chacun de ces porteurs de projet selon les différents backgrounds de ces porteurs de projet. C'est vrai qu'il y a une petite différence entre les différents backgrounds des porteurs de projet. Prenons le cas de la promotion 2022 de Safi avec Darptika. On retrouve des porteurs de projet qui sont diplômés, qui sont lauréats de la faculté ou bien des grandes écoles. Et on trouve aussi ce qu'on appelle des NEET ou bien des porteurs de projet qui ont un background, on peut dire, difficile. La différence ou bien la spécificité, il y a surtout dans le parcours d'accompagnement vis-à-vis de coaching et de mentorat. On trouve des coachs et des mentors pour chaque porteur de projet qui va permettre un accompagnement
de proximité Personnalisé et aussi. personnalisé surtout pour chacun des porteurs de projet. C'est que vous matchez Exactement. un Il y a coach et un match- mentor adéquat. Exactement. Avec le secteur d'activité de chaque porteur de projet. Excellent. Mesdames, dernier round de notre débat, c'est ce qu'on appelle le fameux round des call to action au niveau des engagés de l'innovation sociale. En 1 minute chrono, quelles sont vos recommandations, quelles sont vos propositions, quel est votre call to action pour les acteurs de l'écosystème d'accompagnement afin de mieux structurer leur offre en termes d'accompagnement. Je démarre avec vous, Madame Mina. Très bien. Donc, je reviens peut-être sur les NEET et diplômés. Hein. Il y a vraiment, sur l'entrepreneur, il n'y a pas une grande différence. Ils pensent pareil, ils commencent dès le début, et donc moi je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre eux pour le commencement. Maintenant, pour le commencement, voilà ma recommandation, c'est d'abord passer du temps sur la sensibilisation. C'est très important pour les jeunes que ça soit une université ou autre, ou NEET. Donc, il faudrait vraiment passer par la phase de sensibilisation, sensibiliser également les acteurs socio-économiques pour se mettre autour d'une table. Je reviens sur autour d'une table pour une réflexion commune, faire un design thinking pour arriver à un référentiel régional commun national et que les pratiques soient vraiment les pratiques dans leur majorité, il faut qu'elles soient pas identiques, pas pareilles, mais vraiment qui se ressemblent un petit peu pour réfléchir de la même façon. Voilà. Et pour développer et l'entrepreneuriat social surtout, parce que là on en a besoin, il y a vraiment quelque chose, faire la lumière sur l'innovation sociale, ça c'est aussi très important. Voilà. Merci Madame Qass. Salma Qbaj, call to action. Alors moi, j'invite vraiment tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale à se rendre compte qu'on est en train d'accompagner les jeunes ou moins jeunes qui vont nous sauver, en fait. Aujourd'hui, on est dans un monde qui ne fonctionne pas et on a besoin de ces solutions innovantes socialement et environnementalement pour nous permettre de trouver des nouveaux modèles. Et ces jeunes-là ça va venir d'eux. Ouais. Et il faut qu'on s'en rende compte. Et on n'est pas en train juste d'aider des jeunes à monter leur petite entreprise. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Ça va à leur faire prendre conscience que c'est eux qui ont la clé pour le futur et que leurs solutions ont vocation à changer la manière de vivre des Marocains et potentiellement d'autres personnes dans le continent africain. Ça va au-delà de leur projet pour aller toucher carrément la société en général. Exactement. Merci. Et donc, ils doivent dream big, comme on dit. On revient à Think Global Act Local là. Très bien. Merci Salma Qbaj. Wiham Bedri, call to action. Je pense que les 2 premiers call to action étaient centralisés sur les porteurs de projets. Et ça sera la même chose pour moi. Et c'est très bien parce que ça montre qu'on doit toujours avoir le porteur de projet au milieu de cette réflexion parce que c'est l'utilisateur et le bénéficiaire final. On peut pas faire des réflexions ou bien faire des programmes d'accompagnement sans penser vraiment utilisateur et penser porteur de projet. Et là, je veux même ajouter un point qui est ce qui est le post-programme d'accompagnement. On parle toujours d'accompagnement de porteurs de projet, mais d'une durée de 6 à 12 mois, même 2 ans, mais qu'est-ce qu'il y a après? Et surtout, c'est ça ce qui est important parce que si on voit même les chiffres, c'est que beaucoup de porteurs de projet, une fois ils finissent leur accompagnement avec la structure quelconque, ils se retrouvent dans beaucoup de difficultés. Du coup, pour moi, le call to action, ça sera pour les structures d'accompagnement de réfléchir sur ce qu'on peut donner et offrir à ces porteurs de projets après leur lancement. Post-accompagnement. Exactement. Merci Wiham El Bedri. Mesdames, nous arrivons à la fin de notre épisode. Nous remercions chaleureusement nos invités sur le plateau des engagés. Madame Mina Qass, merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prof à l'université Chouaib Doukkali et responsable de son incubateur universitaire. Madame Salma Qbaj, merci encore une fois. Merci de m'avoir invité. Merci, tout le plaisir est pour nous. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice générale d'Impact Lab, un accélérateur d'impact social.
Ouiam Badri, merci. Merci à vous. Merci d'être là avec nous. Ouiam, je rappelle que vous êtes le programme manager de Dar Ibtekar pour l'accompagnement des projets socialement innovants à la Fondation Abdelkader Ben Saleh. Un monde meilleur se construit autour de beaucoup de personnes engagées. Faites partie de la dynamique, partagez cet épisode et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et propositions en commentaire sur les réseaux sociaux de la Fondation Abdelkader Ben Saleh. À toutes et à tous, restons engagés.